Vous savez ce qui me fait vraiment peur, ce qui me tient éveillé la nuit en tant que psychiatre depuis plus de 30 ans, ce n'est pas la maladie mentale grave, ce n'est pas la dépression profonde, ce n'est pas l'anxiété chronique. Non. Ce qui me fait vraiment peur, c'est de voir des femmes extraordinaires, intelligentes, sensibles, profondes, qui ont tout donné dans une relation, qui ont construit une vie entière avec quelqu'un, qui ont sacrifié des rêves, des ambitions, parfois même leur propre identité, et qui se retrouvent un matin face à un miroir, seules, à se demander ce qu'elles ont fait de travers. Et la réponse que la société leur donne est cruelle. Elle leur dit que c'est leur faute, que si leur homme est parti, c'est parce qu'elle n'était pas assez bien, pas assez jeune, pas assez mince, pas assez docile. Pas assez excitante. Et cette réponse est non seulement fausse, elle est dangereuse, elle est toxique, et aujourd'hui je vais la démolir complètement. Je m'appelle Christophe André. Je suis psychiatre, psychothérapeute, et depuis des décennies, j'écoute des centaines de femmes dans mon cabinet de Paris. Des femmes de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans. Des femmes qui ont vécu, qui ont aimé, qui ont souffert. Et ce que j'ai appris d'elles, ce que la science m'a appris, ce que la psychologie des relations m'a appris, c'est quelque chose que personne ne vous dit franchement. Quelque chose que les magazines féminins évitent soigneusement parce que ce n'est pas vendeur, ce n'est pas glamour, mais c'est la vérité. Et la vérité, même quand elle est inconfortable, est toujours libératrice. Alors voici ce que je vais vous dire aujourd'hui et j'ai besoin que vous restiez avec moi jusqu'à la fin parce que les éléments les plus importants, les plus puissants, les plus transformateurs arrivent dans la deuxième partie de cette conversation. Parce que oui, pour moi, c'est une conversation, pas un cours magistral, pas une conférence froide, une conversation entre vous et moi, comme si vous étiez assise en face de moi dans mon cabinet avec une tasse de thé et que vous me disiez sans fin tout ce que vous n'avez jamais osé dire à voix haute. Imaginez une femme, appelons-la Claire. Claire a 52 ans, elle a été mariée pendant 23 ans. Elle a élevé 2 enfants, géré une maison, soutenu la carrière de son mari, renoncé à plusieurs opportunités professionnelles pour que la famille fonctionne. Elle est intelligente, elle est cultivée, elle a un sens de l'humour magnifique, elle est attentionnée et un jour son mari lui annonce qu'il part, qu'il a rencontré quelqu'un. Une femme plus jeune, bien sûr, parce que c'est le cliché que l'on nous sert depuis la nuit des temps, et Claire se retrouve là, dévastée, à se demander ce qu'elle a fait de mal. Elle se demande si elle aurait dû être différente, plus belle, plus légère, plus disponible. Et dans cette douleur absolue, elle commence à faire quelque chose que beaucoup d'entre vous reconnaîtront. Elle commence à chercher des solutions désespérées, elle appelle son ex, elle lui envoie des messages, elle essaie de lui expliquer, de lui prouver, de le convaincre. Et chaque tentative ne fait qu'aggraver les choses. Est-ce que cette histoire vous parle? Est-ce que quelque chose dans ce récit résonne avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu? Parce que si c'est le cas, je veux que vous sachiez quelque chose d'essentiel dès maintenant. Ce n'est pas votre faute. Mais c'est un mais très important, il y a des choses que vous pouvez faire, des choses précises, psychologiquement fondées, qui peuvent transformer radicalement la dynamique de votre relation ou de votre situation. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de continuer, si vous trouvez déjà cette conversation utile, si vous sentez que quelque chose ici vous touche, faites une chose simple, abonnez-vous. Cliquez sur ce bouton maintenant, parce que ce que je partage ici, ce n'est pas du contenu que l'on trouve facilement ailleurs. C'est de la psychologie appliquée, c'est de l'expérience clinique réelle, c'est des années de travail avec de vraies personnes qui ont traversé de vraies douleurs. Et vous méritez d'avoir accès à tout ça régulièrement. Alors abonnez-vous, activez la cloche et revenons à ce qui compte vraiment. Parlons maintenant de ce qui se passe réellement dans la psychologie masculine quand une relation se termine ou quand elle est en crise. Parce que comprendre le fonctionnement de l'autre, ce n'est pas de la manipulation, contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire. C'est de l'intelligence relationnelle. Et l'intelligence relationnelle, mes amis, c'est quelque chose que les femmes possèdent naturellement à un niveau extraordinaire. Le problème, c'est que personne ne vous a appris à l'utiliser correctement. Voici ce que la recherche en neurosciences et en psychologie comportementale nous dit sur les hommes, et je vais être direct parce que le temps est précieux et vous méritez la vérité sans détour. Les hommes, dans leur grande majorité, fonctionnent selon un principe que les psychologues appellent la valeur perçue. Cela signifie que leur attraction, leur désir, leur engagement émotionnel envers une femme est directement lié à la perception qu'ils ont de sa valeur. Et attention, je ne parle pas de valeur physique. Je ne parle pas de jeunesse ou de beauté au sens conventionnel du terme. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus durable. Je parle de la valeur que vous vous accordez à vous-même.
Je parle de votre présence, de votre confiance, de votre capacité à exister pleinement sans avoir besoin de la validation de quelqu'un d'autre pour vous sentir complète. Et voici le paradoxe fascinant que j'observe dans mon cabinet depuis des années. Plus une femme cherche désespérément à retenir un homme, plus elle lui envoie le signal qu'elle a besoin de lui pour exister. Et ce signal, inconsciemment, réduit sa valeur perçue à ses yeux. C'est cruel, je sais, c'est injuste, absolument. Mais c'est la réalité psychologique de la situation et ignorer cette réalité ne vous aidera pas. Alors que c'est possible quand vous faites le contraire, quand vous arrêtez de courir après quelqu'un qui s'éloigne. Quand vous commencez à investir dans vous-même avec la même énergie que vous avez investi dans cette relation. Quand vous vous rappelez qui vous étiez avant de vous définir principalement à travers votre rôle d'épouse ou de partenaire. Quelque chose de remarquable se produit et j'ai vu cela des centaines de fois. Pas dans des livres de développement personnel aux couvertures roses avec des papillons, dans mon cabinet avec de vraies femmes. Des femmes comme Claire, des femmes comme vous peut-être. Mais voici ce que je dois vous dire maintenant, et j'ai besoin que vous m'écoutiez vraiment, parce que c'est là que ça devient sérieux. Si vous êtes dans une situation où votre homme est parti, ou où il s'éloigne, ou où vous sentez que quelque chose dans votre relation n'est plus comme avant, le temps joue contre vous. Pas parce que vous vieillissez, pas parce que vous perdez de la valeur avec l'âge, bien au contraire, je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes. Mais parce que chaque jour qui passe sans que vous preniez les bonnes décisions, chaque jour où vous continuez à envoyer des mauvais signaux, chaque jour où vous restez dans cette posture de manque et de besoin est un jour où l'autre personne s'installe davantage dans une nouvelle vie. Et voici ce que personne ne vous dit, ce que les amis bien intentionnés évitent de dire parce qu'ils ne veulent pas vous blesser. Quand un homme repart, quand il trouve une nouvelle relation, il ne reste pas dans un état de questionnement éternel sur ce qu'il a quitté. Les hommes ont une capacité remarquable à compartimenter, à mettre dans une boîte mentale ce qui appartient au passé et à tourner la page avec une efficacité qui peut sembler brutale. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la neurologie. Le cerveau masculin traite les ruptures différemment du cerveau féminin. Les femmes ont tendance à ruminer, à analyser, à chercher le sens. Les hommes ont tendance à agir, à bouger, à reconstruire rapidement. Et pendant que vous êtes là, à analyser chaque message, chaque silence, chaque regard du passé, lui est peut-être déjà en train de construire quelque chose de nouveau. Est-ce que ça fait mal d'entendre ça? Oui, je sais. Mais je préfère vous dire la vérité avec compassion plutôt que vous bercer d'illusions avec douceur. Parce que la compassion véritable, c'est donner à quelqu'un les outils dont il a besoin pour avancer, pas lui tenir la main dans l'immobilité. Alors laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui se passerait si dans 6 mois, dans 1 an, vous appreniez que votre ex ou l'homme qui s'éloigne de vous a rencontré quelqu'un d'autre, qu'il est heureux, qu'il construit une nouvelle vie? Qu'il ride, qu'il voyage, qu'il s'épanouit. Et que pendant ce temps, vous étiez resté là, à attendre, à espérer, à envoyer des messages qui restaient sans réponse, à vous demander ce que vous auriez pu faire différemment. Cette image vous touche, n'est-ce pas? Parce qu'elle touche quelque chose de profond, quelque chose de primitif dans la psychologie humaine, la peur d'être oublié, la peur d'être remplacé, la peur de ne plus compter. Et je vais vous dire quelque chose d'important, cette peur est normale, elle est humaine. Elle est même saine dans une certaine mesure parce qu'elle vous dit que vous avez aimé, que vous avez investi, que vous avez eu le courage de vous engager dans quelque chose de réel. Mais cette peur, si elle prend le contrôle, si elle devient le moteur de vos actions, elle vous conduira exactement dans la direction opposée à celle que vous souhaitez. Elle vous fera faire des choses qui éloigneront encore plus l'autre personne. Elle vous fera perdre le seul vrai pouvoir que vous ayez dans cette situation. Et ce pouvoir, c'est vous-même. Voici maintenant quelque chose que j'ai observé dans ma pratique clinique et qui va peut-être vous surprendre. Les femmes de 45 à 60 ans sont psychologiquement parlant les partenaires les plus désirables qui existent et je ne dis pas ça pour vous flatter. Je dis ça parce que c'est vrai et parce que la science le confirme. Une femme qui a vécu, qui a traversé des épreuves, qui a développé une intelligence émotionnelle profonde, qui connaît ses besoins et ses limites et qui a appris à dire non autant qu'à dire oui, cette femme possède quelque chose qu'aucune jeune femme de 25 ans ne peut avoir. Elle possède la profondeur, elle possède la substance, elle possède cette qualité rare que les psychologues appellent la présence authentique. Mais voici le problème.
La plupart des femmes de cette tranche d'âge ont été conditionnées à croire le contraire. Elles ont intériorisé le message culturel selon lequel elles perdent de la valeur avec le temps. Que leur corps qui change les rend moins désirables, que leurs expériences de vie, leurs cicatrices émotionnelles, leurs exigences légitimes sont des défauts plutôt que des atouts. Et c'est ce conditionnement, cette croyance profondément ancrée en elles, qui les conduit à adopter des comportements qui sabotent leurs relations. Pas leur apparence, leurs croyances. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Une patiente que j'ai suivie, appelons-la Isabelle, avait 54 ans quand elle est venue me voir pour la première fois. Son mari l'avait quittée 2 ans auparavant pour une femme de 38 ans. Isabelle était dévastée. Elle avait passé 2 ans à se morfondre, à se comparer, à essayer de comprendre ce qu'elle aurait pu faire différemment. Elle s'était inscrite à des cours de fitness, avait changé sa coiffure, ses vêtements. Elle avait tout essayé pour redevenir la femme qu'elle croyait devoir être pour être aimée. Et rien ne fonctionnait, pas parce qu'elle n'était pas belle, parce qu'elle était magnifique. Pas parce qu'elle n'était pas intelligente, parce qu'elle était brillante. Mais parce qu'elle cherchait à l'extérieur une validation qu'elle devait d'abord trouver à l'intérieur. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, la première chose que j'ai faite n'était pas de lui donner des techniques pour reconquérir son ex. La première chose que j'ai faite, c'est de l'aider à se souvenir de qui elle était, pas de qui elle était pour lui, mais de qui elle était pour elle-même. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit au fur et à mesure qu'Isabelle se reconnectait à sa propre valeur, à ses propres désirs, à sa propre identité indépendante. Quelque chose dans son énergie a changé et les gens autour d'elle ont commencé à le sentir. Et son ex a commencé à lui envoyer des messages, pas parce qu'elle avait appliqué une technique de manipulation, pas parce qu'elle avait joué à des jeux psychologiques, mais parce qu'elle était redevenue la femme que lui avait aimée au départ, celle qui n'avait pas besoin de lui pour exister. Est-ce que cela signifie que toutes les histoires se terminent avec l'ex qui revient? Non. Et honnêtement, dans certains cas, ce n'est même pas ce qui est souhaitable. Mais cela signifie que lorsque vous devenez la meilleure version de vous-même, non pas pour lui, mais pour vous, les possibilités qui s'ouvrent devant vous sont infinies. Et c'est de ça dont nous allons parler maintenant en profondeur. Parlons de ce que j'appelle le principe de la présence magnétique. C'est un concept que j'ai développé au fil de mes années de pratique clinique et qui repose sur une vérité psychologique fondamentale. Les êtres humains sont attirés par ceux qui ont une relation solide avec eux-mêmes. Pas par ceux qui ont besoin d'eux, pas par ceux qui les cherchent désespérément, mais par ceux qui existent pleinement, qui ont une vie intérieure riche, qui sont ancrés dans leurs propres valeurs et leurs propres désirs. Et cette présence magnétique, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'a rien à voir avec l'extraversion ou le charisme au sens conventionnel du terme. Elle a tout à voir avec quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond. Elle a à voir avec ce que les spécialistes de la pleine conscience appellent la présence au moment présent. Mais attention, je ne vais pas vous parler de méditation ou de spiritualité, je vais vous parler de neurosciences concrètes. Quand vous êtes pleinement présente dans un moment, quand vous n'êtes pas en train de ruminer le passé ou d'anticiper anxieusement l'avenir, votre corps émet des signaux physiques mesurables qui sont perçus par les autres comme de l'attraction. Votre regard change, votre posture change. La qualité de votre attention change et ces changements imperceptibles consciemment sont captés par le cerveau de l'autre personne à un niveau subconscient. Les recherches en communication non verbale, notamment les travaux d'Albert Mehrabian, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, montrent que plus de 70% de notre communication est non verbale. Ce que vous dites avec votre corps, avec votre énergie, est beaucoup plus puissant que ce que vous dites avec vos mots. Et quand vous êtes dans un état de manque, d'anxiété, de besoin, votre corps le communique constamment, même si vos mots disent le contraire. Vous pouvez dire à quelqu'un que vous allez bien, que vous êtes heureuse, que vous n'avez pas besoin de lui, mais si votre corps envoie le signal opposé, c'est le corps qui le croira. Alors la première chose concrète que vous pouvez faire, et je veux que vous commenciez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, c'est de travailler sur votre état intérieur avant de travailler sur vos actions extérieures. Parce que les actions sans l'état intérieur approprié sont comme des mots sans intention, elles sonnent creux, elles ne convainquent personne. Et surtout, elles ne vous convainquent pas vous-même. Comment travailler sur votre état intérieur? Je vais vous donner des outils précis, pratiques, basés sur la psychologie cognitive et comportementale, pas des affirmations positives vides de sens. Pas des rituels mystiques, des techniques concrètes qui ont fait leur preuve dans des milliers d'études cliniques. La première technique s'appelle la restructuration cognitive. C'est un outil fondamental de la thérapie cognitive comportementale et il consiste à identifier et à modifier les schémas de pensée qui vous sabotent. Voici comment ça fonctionne dans votre situation spécifique. Chaque fois que vous vous surprenez à penser quelque chose comme « il ne m'aimera plus jamais » ou « je suis trop vieille pour être désirée »
ou personne ne voudra de moi maintenant, je veux que vous fassiez une pause. Juste une pause. Et que vous vous posiez cette question simple, cette question que j'utilise avec mes patients depuis des années. Est-ce que cette pensée est un fait ou une interprétation? Parce qu'il ne m'aimera plus jamais n'est pas un fait, c'est une interprétation, c'est une prédiction que votre cerveau anxieux fabrique à partir de la douleur présente. Et votre cerveau anxieux est un très mauvais prophète. Il a tendance à extrapoler le pire à partir du présent, à ignorer toutes les preuves contraires, à vous présenter le scénario catastrophe comme une certitude. Mais ce n'est pas une certitude, c'est une peur, et les peurs, aussi réelles qu'elles se sentent, ne sont pas des vérités. Alors une fois que vous avez identifié la pensée anxieuse, la deuxième étape est de la remplacer non pas par une pensée irréaliste et optimiste, parce que ça ne fonctionne pas, mais par une pensée réaliste et équilibrée. Par exemple, au lieu de « il ne m'aimera plus jamais », vous pourriez se penser « je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais je sais que je suis capable d'être aimé et d'aimer profondément ». Au lieu de « je suis trop vieille pour être désirée », vous pourriez se penser « j'ai une profondeur et une richesse intérieure qui rendent les relations avec moi particulièrement significatives ». Ce ne sont pas des mensonges, ce sont des vérités que votre cerveau anxieux refuse de voir. Voici quelque chose qui me fascine et qui devrait vous fasciner aussi. Des études en psychologie sociale, notamment les travaux de la chercheuse Carol Dweck sur ce qu'elle appelle le growth mindset, le mindset de croissance, montrent que la façon dont vous vous percevez détermine directement les résultats que vous obtenez dans vos relations. Les personnes qui croient que leur valeur est fixe, que leurs qualités sont immuables, qu'elles sont ce qu'elles sont et ne peuvent pas changer, ces personnes réagissent aux difficultés relationnelles avec de la résignation ou de la défensive. Tandis que les personnes qui croient qu'elles peuvent grandir, apprendre, évoluer, ces personnes réagissent aux mêmes difficultés avec de la curiosité et de l'engagement. Et cette différence de réaction crée des dynamiques relationnelles radicalement différentes. Alors laissez-moi vous demander quelque chose. Quel type de mindset avez-vous en ce moment? Est-ce que vous croyez que vous pouvez changer, grandir, devenir une version encore plus puissante de vous-même? Ou est-ce que vous croyez que vous êtes condamné à être ce que vous êtes avec les mêmes patterns, les mêmes erreurs, les mêmes résultats, parce que votre réponse à cette question détermine tout ce qui suit? Maintenant, parlons de quelque chose que j'appelle la dynamique de la rareté émotionnelle. C'est un principe psychologique que la plupart des femmes comprennent intuitivement mais n'appliquent pas parce que l'anxiété et la douleur les poussent dans la direction opposée. Le principe est simple. Ce qui est rare et précieux, ce qui est abondant et facilement accessible perd de sa valeur perçue. Et ce principe s'applique aux relations humaines d'une façon qui peut sembler froide ou calculatrice, mais qui est en réalité profondément ancrée dans notre biologie évolutive. Quand vous êtes constamment disponible pour quelqu'un, quand vous répondez immédiatement à chaque message, quand vous annulez vos plans pour lui, quand vous faites de lui le centre de votre univers, vous lui envoyez un signal qui, dans le langage de l'évolution, signifie « je n'ai pas d'autres options ». Je suis entièrement dépendant de toi et ce signal, aussi généreux qu'il soit dans son intention, produit l'effet inverse de celui que vous souhaitez. Il réduit votre valeur perçue à ses yeux, non pas parce qu'il est cruel ou ingrate, mais parce que son cerveau primitif interprète votre disponibilité totale comme un manque de valeur sociale. Je sais que ça peut sembler injuste, et dans un monde idéal, l'amour et la disponibilité totale seraient récompensés par l'amour et la disponibilité totale en retour. Mais nous ne vivons pas dans un monde idéal. Nous vivons dans un monde où les mécanismes évolutifs façonnent nos comportements et nos perceptions à un niveau qui dépasse souvent notre conscience rationnelle. Et comprendre ces mécanismes, c'est se donner le pouvoir d'y naviguer intelligemment. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Est-ce que ça signifie que vous devez jouer à des jeux, être froide, ignorer les gens que vous aimez? Absolument pas, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que vous devez avoir une vie. Une vraie vie. Riche, pleine, intéressante. Une vie qui existe indépendamment de toute relation romantique, des passions, des projets, des amitiés profondes, des ambitions professionnelles ou créatives, des moments pour vous seul. Pas parce que c'est une stratégie pour rendre quelqu'un jaloux, mais parce que c'est ce que vous méritez. Parce que vous êtes une personne entière, pas la moitié d'un couple, et voici la chose merveilleuse. Quand vous vivez vraiment cette vie pleine et riche, quand vous n'avez pas besoin d'une relation pour vous sentir complète, vous devenez naturellement plus attractive, pas parce que vous avez suivi une technique, mais parce que vous rayonnez quelque chose d'authentique, quelque chose de rare, quelque chose que les autres perçoivent et désirent, la complétude en soi-même. Permettez-moi de vous parler maintenant de la communication.
Parce que la façon dont vous communiquez avec l'homme qui s'éloigne ou qui est parti est absolument cruciale. Et la plupart des femmes font des erreurs qui, avec les meilleures intentions du monde, aggravent la situation. Ces erreurs ne sont pas des signes de faiblesse ou de stupidité, ce sont des réponses normales à une douleur intense. Mais les comprendre vous permettra de les éviter. La première erreur est ce que j'appelle la communication d'urgence. Ce sont les messages envoyés dans un état émotionnel intense, les appels à 2 heures du matin, les longs textos qui expliquent, justifient, supplient. Ces communications, je le vois dans mon cabinet encore et encore, ne produisent jamais le résultat souhaité. Elles font fuir, elles confirment à l'autre personne qu'elle a bien fait de prendre ses distances. Pas parce que vous êtes mauvaise ou folle, mais parce que ces communications lui montrent que vous n'êtes pas en contrôle de vous-même, et personne ne veut être avec quelqu'un qui n'est pas en contrôle de lui-même. La deuxième erreur est la communication de justification. C'est quand vous essayez de lui expliquer logiquement pourquoi il devrait revenir, pourquoi vous êtes une bonne partenaire, pourquoi ce qu'il fait est une erreur. Et je vais vous dire quelque chose d'important ici. L'amour et l'attraction ne fonctionnent pas à la logique, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de vous aimer avec des arguments. L'attraction est émotionnelle, pas rationnelle, et quand vous argumentez pour être aimé, vous êtes en train de vous placer dans une position de faiblesse qui détruit précisément ce qui pourrait créer de l'attraction. La troisième erreur est la communication de surveillance, c'est quand vous vérifiez constamment ses réseaux sociaux, quand vous essayez de savoir où il est, avec qui il passe du temps, ce qu'il fait. Cette surveillance, même si elle reste secrète, crée en vous un état d'anxiété chronique qui se reflète dans tous vos comportements et toutes vos interactions. Et elle vous empêche de vous concentrer sur ce qui compte vraiment sur vous-même. Alors quelle est la bonne façon de communiquer dans ces situations? Je vais vous donner une règle simple que j'appelle la règle de la communication authentique et non réactive. Elle consiste à ne jamais communiquer depuis un état émotionnel de manque ou d'anxiété. Avant d'envoyer n'importe quel message, posez-vous cette question. Est-ce que j'envoie ce message parce que j'ai quelque chose de positif et d'authentique à partager? Ou est-ce que je l'envoie parce que j'ai besoin de quelque chose de lui? Si la réponse est la deuxième option, attendez. Attendez que l'état émotionnel passe. Faites quelque chose pour vous, pour votre bien-être, pour votre joie. Et ensuite, si vous avez encore envie de communiquer, communiquez depuis cet endroit de force et non de manque. Voici un fait que beaucoup de gens ne savent pas. Le silence, utilisé correctement, est l'un des outils de communication les plus puissants qui existent. Pas le silence punitif, pas le silence froid et calculateur, mais le silence qui vient d'une vie pleine, d'une personne qui est tellement occupée à vivre qu'elle n'a pas le temps de courir après quelqu'un qui ne court pas vers elle. Ce type de silence parle plus fort que n'importe quel message. Il dit sans un mot, j'ai une vie, je suis complète, je ne suis pas en attente de toi. Et ce message, transmis à travers l'absence de communication forcée, est extraordinairement puissant. Maintenant, je veux parler de quelque chose que j'appelle la reconquête de l'identité. Parce que dans de nombreuses relations longues, et c'est particulièrement vrai pour les femmes de votre génération qui ont souvent été élevées avec l'idée que leur rôle principal était d'être pour les autres, il se produit un phénomène que les psychologues appellent la fusion identitaire. C'est quand votre identité devient tellement liée à votre rôle dans la relation que vous perdez de vue qui vous êtes en dehors de ce rôle. Vous devenez l'épouse de la mère, de la partenaire de... Et vous oubliez que vous êtes aussi et surtout vous. Cette fusion identitaire est particulièrement problématique dans les moments de crise relationnelle parce que quand la relation est menacée, c'est votre identité entière qui semble menacée. Et cette menace existentielle crée une panique qui vous pousse à des comportements extrêmes, à des tentatives désespérées de sauver non seulement la relation, mais votre sens de vous-même. La reconquête de l'identité consiste à vous rappeler, à vous reconnecter à ce que vous étiez avant. Quelles étaient vos passions avant cette relation ? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Qu'est-ce qui vous faisait rire? Qu'est-ce qui vous remplissait d'énergie? Quels étaient vos rêves, vos ambitions, vos désirs propres? Et comment pouvez-vous réintroduire ces éléments dans votre vie maintenant? Je vais vous donner un exercice concret que j'utilise régulièrement avec mes patients. Prenez un carnet ou une feuille de papier et écrivez en haut de la page ces mots. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Et ensuite écrivez librement, sans censure, sans essayer de bien faire. Écrivez ce que vous aimez vraiment, pas ce que vous êtes supposé aimer. Écrivez ce qui vous met en colère, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous fait peur, ce qui vous fascine. Écrivez vos opinions sur des sujets qui vous tiennent à cœur.
Écrivez vos désirs les plus profonds, ceux que vous n'avouez peut-être même pas à vos amis proches. Cet exercice, aussi simple qu'il paraisse, est extraordinairement révélateur et il vous reconnecte à une partie de vous-même que vous avez peut-être mise en veille depuis trop longtemps. Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel que j'appelle la gestion de la jalousie préventive. Et je veux être très clair sur ce que je veux dire par là, parce que ce n'est pas ce que vous pensez peut-être. La jalousie préventive n'est pas une technique pour rendre quelqu'un jaloux en fréquentant d'autres personnes ou en faisant semblant d'avoir d'autres prétendants. Ce type de comportement est non seulement inefficace, il est contre-productif et il vous abaisse à un niveau qui n'est pas digne de vous. La vraie jalousie préventive, dans le sens psychologique du terme, consiste à devenir la version de vous-même qui est tellement épanouie, tellement vivante, tellement rayonnante que l'idée de vous perdre devient insupportable pour l'autre personne. Et ça, vous ne le faites pas pour lui, vous le faites pour vous, et le bénéfice pour la relation est un effet secondaire de votre propre épanouissement. Comment devient-on cette version épanouie de soi-même ? Il y a plusieurs dimensions à explorer et je vais vous les donner une par une avec des conseils pratiques pour chacune. La première dimension est la dimension physique. Et je ne parle pas de perdre du poids ou de ressembler à un standard de beauté imposé par la société. Je parle de prendre soin de votre corps avec amour et respect. Je parle de bouger, de bien dormir, de bien manger, pas comme une punition ou une obligation, mais comme une expression de l'amour que vous vous portez. Le corps et le cerveau sont connectés d'une façon que la science ne cesse de confirmer. Quand vous prenez soin de votre corps, votre cerveau produit des neurotransmetteurs qui améliorent votre humeur, votre confiance, votre énergie. Et cette énergie se reflète dans votre présence, dans votre regard, dans votre façon d'occuper l'espace. La deuxième dimension est la dimension intellectuelle et créative. Votre cerveau a besoin de stimulation. Il a besoin de nouveautés, de défis, d'apprentissage. Quand vous vous engagez dans des activités intellectuelles ou créatives qui vous passionnent, que ce soit lire, écrire, peindre, apprendre une nouvelle langue, jouer d'un instrument, vous activez des circuits neuronaux associés au plaisir et à l'enthousiasme. Et cet enthousiasme est contagieux. Il se perçoit, il attire. La troisième dimension est la dimension sociale. Les relations humaines, pas seulement les relations romantiques, sont fondamentales pour votre bien-être. Des études longitudinales, notamment la célèbre étude de Harvard sur le bonheur qui a suivi des individus pendant plus de 80 ans, montrent que la qualité de nos relations sociales est le prédicteur le plus fiable de notre bonheur et de notre santé à long terme. Investissez dans vos amitiés, cultivez des relations profondes et authentiques, entourez-vous de personnes qui vous voient, qui vous valorisent, qui vous inspirent. Ces relations ne sont pas un substitut à la relation romantique, elles sont le fondement sur lequel tout le reste repose. La quatrième dimension est la dimension du sens et du but. Qu'est-ce qui vous donne l'impression que votre vie a un sens? Qu'est-ce qui vous donne l'impression de contribuer à quelque chose qui dépasse votre propre personne? Que ce soit votre travail, un engagement associatif, un projet créatif, votre rôle de mère ou de grand-mère, trouver et nourrir votre sens du but est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour votre bien-être et votre attractivité. Les personnes qui ont un sens fort de leur but dans la vie rayonnent quelque chose que les autres perçoivent immédiatement, une direction, une profondeur, une substance. Voici quelque chose que je trouve fascinant et que je partage souvent avec mes patients. Les recherches en psychologie positive, notamment les travaux de Martin Seligman, le fondateur de ce courant, montrent que les personnes les plus heureuses ne sont pas celles qui ont les meilleures conditions de vie extérieures. Ce ne sont pas les plus riches, les plus belles, les plus jeunes, ce sont les personnes qui ont développé ce que Seligman appelle le bien-être psychologique qui repose sur 5 piliers. Les émotions positives, l'engagement dans des activités qui nous absorbent pleinement, les relations authentiques, le sens et le but et l'accomplissement. Et la bonne nouvelle, c'est que tous ces piliers sont sous votre contrôle. Ils ne dépendent pas de votre âge, de votre apparence ou de la présence ou l'absence d'un homme dans votre vie. Maintenant, parlons de quelque chose que j'appelle la psychologie de la nostalgie masculine. Parce que comprendre comment fonctionne la mémoire émotionnelle des hommes est un outil précieux pour naviguer dans les situations de séparation ou de crise relationnelle. Et non, je ne vais pas vous apprendre à manipuler quelqu'un. Je vais vous expliquer comment être authentiquement vous-même d'une façon qui résonne avec la psychologie de l'autre. Les hommes, contrairement à ce que l'on pourrait croire, sont profondément nostalgiques. Peut-être plus que les femmes, en réalité parce qu'ils ont moins tendance à traiter leurs émotions en temps réel. Ils les stockent, les compartimentent et ces émotions ressurgissent souvent avec une intensité surprenante, parfois des mois ou des années après une séparation.
La recherche en neurosciences montre que les souvenirs émotionnels sont encodés différemment des souvenirs factuels, ils sont plus durables, plus viscéraux, plus difficiles à effacer. Et les souvenirs associés à une femme qui a été significative dans la vie d'un homme restant actif, même quand ils prétendent avoir tourné la page. Que cela signifie pour vous, c'est que les moments de connexion authentique que vous avez partagés avec votre partenaire, les moments de rire, d'intimité, de complicité sont gravés dans sa mémoire d'une façon qui ne disparaît pas simplement parce que la relation s'est terminée. Et ces souvenirs peuvent être réactivés non pas par des manipulations ou des rappels artificiels, mais par votre présence authentique et épanouie. Quand il vous voit ou entend parler de vous et que vous rayonnez, que vous êtes pleinement vivante, que vous avez une vie riche et intéressante, ces souvenirs se réactivent et avec eux les émotions associées. Mais voici ce que je veux que vous compreniez clairement. L'objectif n'est pas nécessairement de faire revenir cet homme spécifique. L'objectif est de devenir la femme qui attire le type de relation qu'elle mérite vraiment. Et parfois, cette relation, c'est avec lui, et parfois, c'est avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous verra plus clairement, qui vous aimera plus profondément, qui sera prêt à vous offrir ce que vous méritez vraiment. Permettez-moi de vous parler maintenant des limites. Parce que la question des limites est absolument centrale dans la psychologie des relations, et c'est un domaine où beaucoup de femmes de votre génération ont été mal équipées. Vous avez été élevé, pour la plupart, avec l'idée que poser des limites était égoïste, que dire non était cruel, que votre valeur résidait dans votre capacité à vous sacrifier pour les autres. Et cette éducation, aussi bien intentionnée qu'elle ait pu être, vous a causé un tort considérable. Les limites ne sont pas des murs, les limites ne sont pas des punitions. Les limites sont des expressions de votre respect pour vous-même et voici quelque chose de paradoxal mais profondément vrai. Plus vous posez des limites claires et respectueuses, plus vous êtes respecté et désiré par les autres, pas moins. Plus. Parce que les limites communiquent que vous vous respectez suffisamment pour ne pas accepter ce qui ne vous convient pas. Et les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. Alors comment poser des limites concrètement dans le contexte d'une relation en crise ou d'une séparation? Voici quelques exemples pratiques. Si votre ex vous appelle à des heures inappropriées, vous pouvez dire simplement et calmement « je suis disponible pour parler entre telle heure et telle heure ». Si des discussions deviennent irrespectueuses ou blessantes, vous pouvez dire « je suis prête à continuer cette conversation quand nous pourrons nous parler avec respect ». Si on vous demande d'être disponible de façon excessive ou de faire des choses qui ne vous conviennent pas, vous pouvez dire non simplement, sans explication excessive, sans justification longue et défensive. Juste non. Et voici ce que vous allez observer. Certaines personnes respecteront ces limites et la dynamique entre vous changera positivement. D'autres ne les respecteront pas et vous saurez alors que cette relation n'était pas celle que vous méritez. Dans les deux cas, vous aurez gagné quelque chose d'inestimable, vous aurez gagné votre propre respect. Je veux maintenant aborder un sujet qui est souvent tabou dans les conversations sur les relations, mais qui est fondamental pour comprendre la dynamique de l'attraction à long terme. Je veux parler du désir. Pas du désir physique uniquement, mais du désir dans son sens le plus large. Du désir comme force de vie, comme élan vers ce que l'on veut, comme expression de notre vitalité profonde. L'une des choses les plus destructrices pour une relation à long terme, et c'est quelque chose que j'observe régulièrement dans mon cabinet, c'est quand l'un ou l'autre des partenaires perd contact avec son propre désir. Quand il ou elle cesse de vouloir des choses pour lui-même, quand il ou elle vit entièrement pour l'autre, quand sa vie entière tourne autour des besoins et des désirs de l'autre. Ce sacrifice total, aussi romantique qu'il puisse paraître dans les films, est en réalité l'une des causes les plus fréquentes de la mort du désir dans un couple, parce que le désir a besoin d'altérité. Il a besoin de l'autre comme d'une présence distincte, mystérieuse, avec sa propre vie intérieure, ses propres désirs, ses propres secrets. La psychologue Esther Perel, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, a fait un travail remarquable sur ce sujet. Elle dit que le désir prospère dans l'espace entre deux personnes, pas dans la fusion. Pas dans la dépendance totale, mais dans cet espace où l'autre reste en mystère partiel, une présence que l'on désire rejoindre, mais qui n'est jamais entièrement acquise. Et voici ce que cela signifie pour vous concrètement. Avoir votre propre vie, vos propres désirs, vos propres projets, ce n'est pas une façon de rejeter l'autre. C'est une façon de maintenir vivant l'espace dans lequel le désir peut exister. C'est une façon de rester désirable. Non pas en vous rendant inaccessible, mais en restant une personne entière avec une vie intérieure riche et une existence indépendante.
Voici une question que je pose souvent à mes patients et je vais vous la poser maintenant. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Pas ce que vous pensez devoir désirer, pas ce que la société vous dit de désirer. Pas ce que votre partenaire ou votre ex voudrait que vous désiriez. Qu'est-ce que vous, au plus profond de vous-même, désirez vraiment pour votre vie? Prenez un moment pour y réfléchir sérieusement. Parce que la réponse à cette question est la boussole qui devrait guider toutes vos décisions. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle le paradoxe de l'acceptation. C'est l'un des concepts les plus contre-intuitifs de la psychologie, mais aussi l'un des plus puissants. Le paradoxe est le suivant. Le changement véritable commence par l'acceptation totale de ce qui est. Non pas la capitulation, mais l'acceptation lucide et courageuse de la réalité telle qu'elle est, sans l'embellir, sans la dramatiser, sans la nier. Quand vous acceptez pleinement votre situation telle qu'elle est, quand vous dites oui, voilà où j'en suis, voilà ce que je ressens, voilà ce qui s'est passé, sans vous battre contre la réalité, quelque chose de remarquable se produit. L'énergie que vous utilisiez à résister à la réalité devient disponible pour autre chose, pour vous transformer, pour avancer, pour créer quelque chose de nouveau. C'est le fondement même de la pleine conscience que j'ai pratiqué et enseigné pendant des années, non pas comme une pratique spirituelle, mais comme une approche psychologique concrète. La pleine conscience, dans son essence, consiste à observer ce qui est, sans jugement, sans résistance, avec une curiosité bienveillante. Et cette observation neutre et courageuse de la réalité est le point de départ de tout changement authentique. Alors voici un exercice concret. La prochaine fois que vous vous trouvez dans un moment de douleur intense, au lieu d'essayer de faire disparaître cette douleur, au lieu de vous distraire, de vous anesthésier, de vous battre contre elle, essayez de l'observer. Posez-vous ces questions. Où est cette douleur dans mon corps? Est-ce qu'elle a une forme, une couleur, une texture? Est-ce qu'elle bouge ou est-ce qu'elle est statique? Et observez ce qui se passe. Souvent, simplement en observant une émotion sans résistance, elle perd de son intensité. Elle ne disparaît pas immédiatement, mais elle devient plus gérable. Et vous découvrez que vous êtes capable de la contenir, qu'elle ne vous définit pas, qu'elle ne vous détruit pas. C'est ce que les psychologues appellent la régulation émotionnelle. Et c'est une compétence qui se développe avec la pratique. Plus vous l'exercez, plus vous devenez capable de naviguer dans des états émotionnels intenses sans être submergé par eux. Et cette capacité, cette stabilité émotionnelle est extraordinairement attractive. Les personnes qui savent gérer leurs émotions sans les réprimer et sans en être esclaves rayonnent une maturité et une solidité qui sont profondément rassurantes et désirables. Je veux maintenant vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est souvent négligé dans les conversations sur les relations. Je veux vous parler de la joie. Pas du bonheur comme état permanent, parce que le bonheur permanent n'existe pas et l'espérer est une source de souffrance, mais de la joie comme expérience ponctuelle et précieuse. La joie comme moment de connexion intense avec la vie, avec ce qui est beau, avec ce qui est bon. La joie est l'émotion la plus attractive qui existe. Pas la joie performée, pas la joie affichée sur les réseaux sociaux pour montrer à quel point on va bien. Mais la joie authentique, spontanée, celle qui surgit quand on est pleinement présent dans un moment qui nous touche. Cette joie se voit, elle se sent. Elle change la qualité de votre présence d'une façon que personne ne peut ignorer. Et voici ce que je vous encourage à faire. Cherchez activement des sources de joie dans votre vie quotidienne. Pas des sources de plaisir artificiel, pas des distractions, mais de vraies sources de joie. Les petites choses qui vous font sourire sincèrement. Une conversation profonde avec une amie. Un livre qui vous transporte. Une promenade dans un endroit qui vous plaît, un repas cuisiné avec soin, un coucher de soleil, ces petits moments de joie authentique sont le carburant de votre vitalité. Et votre vitalité est votre plus grande force. Maintenant, je veux aborder la question de la sexualité, parce que c'est un aspect fondamental de la vie et des relations, et il serait hypocrite de l'éviter. Les femmes de 45 à 60 ans vivent souvent des transformations importantes dans leur vie sexuelle, que ce soit à cause de la ménopause, de changements hormonaux ou simplement d'une évolution de leurs désirs et de leurs besoins. Et ces transformations sont souvent vécues avec honte ou anxiété, comme si elles signifiaient une diminution de la féminité ou de la désirabilité. Je veux vous dire quelque chose de clair et de scientifiquement fondé. La ménopause n'est pas la fin de la sexualité, c'est une transformation. Et pour beaucoup de femmes, c'est même le début d'une vie sexuelle plus authentique et plus satisfaisante. Pourquoi ?
Parce que débarrassé des préoccupations liées à la contraception, débarrassé de certaines inhibitions qui venaient de la jeunesse et du regard des autres, beaucoup de femmes découvrent à cette période de leur vie une liberté et une connaissance d'elles-mêmes qui rendent leur vie intime plus riche que jamais. Des études montrent que les femmes après la cinquantaine rapportent souvent une plus grande confiance dans l'expression de leurs désirs, une plus grande capacité à communiquer leurs besoins et une plus grande satisfaction dans leurs relations intimes. Ce n'est pas une consolation, c'est une réalité. Et c'est une réalité que vous pouvez embrasser avec curiosité et enthousiasme plutôt qu'avec résignation. Voici quelque chose d'important que je veux souligner. La séduction n'est pas l'apanage de la jeunesse. La séduction authentique, celle qui dure, celle qui crée des liens profonds et durables, repose sur des qualités qui se développent avec l'expérience. La confiance, la présence, l'humour, l'intelligence émotionnelle, la capacité à écouter, vraiment la capacité à être vulnérable sans être fragile. Ces qualités, vous les avez développées au fil des années. Et elles sont infiniment plus puissantes que la simple jeunesse physique. Je pense souvent à une citation de l'écrivaine Française Colette qui a écrit dans ses mémoires quelque chose de magnifique. Elle disait que les plus belles années de sa vie avaient été après 50 ans, parce que c'est à ce moment qu'elle avait enfin cessé d'essayer de plaire à tout le monde et qu'elle avait commencé à vivre pour elle même. Et paradoxalement, c'est à ce moment qu'elle était devenue la plus attractive qu'elle n'ait jamais été. Parlons maintenant de ce que j'appelle la stratégie de la reconstruction narrative. C'est une technique que j'utilise en thérapie cognitive narrative et elle est particulièrement puissante dans les situations de rupture ou de crise relationnelle. L'idée est simple mais profonde. La façon dont vous racontez votre histoire détermine la façon dont vous vous sentez et la façon dont vous agissez. Si vous vous racontez l'histoire de la femme abandonnée, de la victime, de celle qui a tout donné et à qui on a tout pris, vous vous condamnez à une posture de passivité et de victimisation qui vous prive de tout pouvoir sur votre propre vie. Ce n'est pas que cette histoire soit fausse. Peut-être que vous avez effectivement été blessé, trahi, abandonné, vos émotions sont valides, votre douleur est réelle. Mais l'histoire que vous vous racontez sur ces événements, le sens que vous leur donnez, est quelque chose que vous pouvez choisir. Vous pouvez vous raconter une histoire différente. L'histoire d'une femme qui a aimé profondément et qui a eu le courage de s'engager pleinement. L'histoire d'une femme qui a traversé une épreuve difficile et qui en ressort plus forte, plus sage, plus authentique. L'histoire d'une femme qui se redécouvre, qui se réinvente, qui choisit consciemment la vie qu'elle veut vivre à partir de maintenant. Ces deux histoires parlent des mêmes événements, mais elles vous placent dans des postures radicalement différentes. L'une vous prive de pouvoir, l'autre vous en donne. Et voici ce qui est fascinant du point de vue neuroscientifique. Les histoires que nous nous racontons ne sont pas seulement des constructions mentales abstraites, elles ont des effets physiques mesurables sur notre cerveau et notre corps. Quand vous vous racontez une histoire de victimisation, votre cerveau active les circuits du stress et de la menace. Il libère du cortisol et de l'adrénaline. Votre corps est en état d'alerte permanente. Et cet état a des conséquences sur votre santé, votre énergie, votre immunité et bien sûr votre attractivité. Quand vous vous racontez une histoire d'empowerment, de croissance, de résilience, votre cerveau active des circuits très différents. Il libère de l'ocytocine, de la dopamine, de la sérotonine. Votre corps est dans un état de bien-être relatif et cet état, lui aussi, a des conséquences physiques mesurables. Vous dormez mieux, vous avez plus d'énergie, votre système immunitaire fonctionne mieux et vous rayonnez quelque chose que les autres perçoivent immédiatement. Alors voici l'exercice que je vous proposais. Prenez votre journal ou une feuille de papier et réécrivez votre histoire. Pas en niant ce qui s'est passé, pas en minimisant votre douleur, mais en choisissant de mettre l'accent sur votre force plutôt que sur votre faiblesse, sur ce que vous avez appris plutôt que sur ce que vous avez perdu, sur ce qui s'ouvre devant vous plutôt que sur ce qui s'est fermé derrière vous. Et lisez cette histoire à voix haute, parce que entendre votre propre voix raconter votre histoire de force a un effet neurologique différent de simplement la pincère. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose que j'appelle la présence émotionnelle différenciée. C'est un concept qui peut sembler complexe, mais qui est en réalité très intuitif une fois qu'on l'a compris. La présence émotionnelle différenciée, c'est la capacité à être pleinement présente émotionnellement dans une interaction, à être touché, à ressentir, à être affecté par ce qui se passe, tout en maintenant un sens clair de qui vous êtes et de ce que vous voulez. C'est la différence entre être sensible et être submergé, entre être ouverte et être perdue. Les femmes qui possèdent cette qualité sont extraordinairement attractives. Elles peuvent pleurer sans se sentir faiblesse.
Elles peuvent exprimer leur colère sans être destructrices. Elles peuvent être vulnérables sans être dépendantes. Et cette combinaison de sensibilité et de solidité est quelque chose que les hommes, même s'ils ne peuvent pas toujours le nommer, reconnaissent et désirent profondément. Comment développer cette présence émotionnelle différenciée? Cela commence par ce que les psychologues appellent la conscience de soi émotionnelle. C'est la capacité à identifier et à nommer vos émotions avec précision. Pas juste je me sens mal, mais je me sens triste parce que j'ai l'impression de ne pas être vu, ou je me sens en colère parce que mes besoins ne sont pas respectés. Cette précision émotionnelle vous donne un pouvoir sur vos émotions que le vague ne permet pas. Quand vous pouvez nommer ce que vous ressentez précisément, vous pouvez commencer à comprendre d'où ça vient et ce dont vous avez besoin. Voici un outil concret que j'enseigne à mes patients. Quand vous êtes dans un état émotionnel intense, faites ce que j'appelle le check-in émotionnel. Arrêtez-vous, prenez 3 respirations profondes et posez-vous ces 3 questions. Qu'est-ce que je ressens exactement en ce moment? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Et de quoi ai-je besoin en ce moment pour prendre soin de moi? Ces 3 questions simples peuvent transformer une réaction automatique et potentiellement destructive en une réponse consciente et constructive. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je veux vous parler de la beauté de cette période de votre vie. Parce que je pense que la société fait un tort immense aux femmes de 45 à 60 ans en leur vendant l'idée que cette période est une période de déclin, une période de perte, une période à traverser tant bien que mal. C'est un mensonge commercial qui sert à vendre des crèmes anti-âge et des traitements de rajeunissement. Mais c'est un mensonge. La vérité, celle que je vois dans mon cabinet chaque jour, c'est que cette période peut être l'une des plus riches, des plus libératrices, des plus épanouissantes de la vie d'une femme. C'est la période où vous connaissez enfin suffisamment la vie pour ne plus vous laisser berner par les illusions. C'est la période où vous avez suffisamment confiance en vous pour dire non à ce qui ne vous convient pas. C'est la période où vos enfants, s'ils sont adultes, ont leur propre vie et où vous pouvez enfin vous consacrer à vous-même sans culpabilité. C'est la période où vous avez accumulé suffisamment d'expérience et de sagesse pour naviguer dans les relations avec une intelligence et une profondeur que vous n'aviez pas à 25 ans. Les recherches en psychologie du bonheur montrent d'ailleurs quelque chose de fascinant. Le niveau de bonheur subjectif, c'est-à-dire la façon dont les gens évaluent leur propre bonheur, suit une courbe en U au cours de la vie. Il est relativement élevé dans la jeunesse, atteint son point le plus bas autour de la quarantaine et de la cinquantaine et remonte ensuite pour atteindre son niveau le plus élevé dans les dernières décennies de la vie. Autrement dit, statistiquement, les meilleures années de votre vie en termes de bonheur subjectif sont encore devant vous. Pas derrière. Alors pourquoi est-ce que tant de femmes de votre génération vivent cette période avec anxiété et tristesse plutôt qu'avec anticipation et enthousiasme? Parce qu'elles ont intériorisé un récit culturel qui leur dit que leur valeur diminue avec l'âge. Et changer ce récit, c'est l'un des actes les plus révolutionnaires et les plus libérateurs que vous puissiez accomplir. Parlons maintenant de quelque chose de très concret. Parlons des erreurs spécifiques que font les femmes dans les situations de séparation ou de crise relationnelle et de comment les éviter. Je vais être direct et précis parce que c'est ce qui vous sera le plus utile. La première erreur est de chercher à avoir la conversation finale. Vous savez, cette conversation où vous voulez tout expliquer, tout clarifier, tout résoudre, où vous voulez que l'autre comprenne exactement ce que vous avez ressenti, pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait et pourquoi il fait une erreur en partant. Cette conversation, dans la grande majorité des cas, ne se passait pas comme vous l'imaginez, parce que quand quelqu'un a pris la décision de partir, il n'est plus dans un état d'esprit réceptif à vos arguments. Il est en mode défensif et plus vous argumentez, plus il se défend et plus il s'est convainc lui-même que sa décision est la bonne. La deuxième erreur est de chercher des alliés. C'est quand vous appelez ses amis, ses frères, ses sœurs pour qu'ils lui parlent en votre nom. Cette stratégie est presque toujours contre-productive. Elle vous fait apparaître comme quelqu'un qui n'a pas des limites, qui ne respecte pas les frontières de l'autre et elle met les gens dans une position inconfortable qui crée du ressentiment envers vous, pas de la sympathie. La troisième erreur est la comparaison. C'est quand vous comparez l'autre femme à vous-même, quand vous cherchez à comprendre ce qu'elle a, que vous n'avez pas, quand vous vous torturez avec des questions sur pourquoi elle et pas moi. Cette comparaison est un piège terrible. Elle vous place dans une posture de compétition dégradante et elle vous fait perdre de vue votre propre valeur unique et irremplaçable.
Vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un d'autre, vous êtes unique et votre unicité est votre plus grande force. La quatrième erreur est de faire de grands gestes symboliques. C'est quand vous lui envoyez des fleurs ou vous organisez une surprise romantique ou vous lui écrivez une longue lettre d'amour. Ces gestes, aussi sincères qu'ils soient, envoient le mauvais signal. Ils disent « je suis prête à tout pour te garder » et ce signal de désespoir, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, réduit votre valeur perçue et augmente son sentiment de pouvoir dans la situation. La cinquième erreur, et c'est peut-être la plus subtile, est de changer pour lui. C'est quand vous essayez de devenir la femme que vous pensez qu'il veut. Vous changez votre style vestimentaire, votre comportement, vos opinions, vos habitudes, dans l'espoir de lui plaire davantage. Et cette stratégie échoue pour deux raisons. Premièrement, parce que le changement forcé est non authentique, ses voix et sonne faux. Deuxièmement, parce que même si ça fonctionnait à court terme, vous seriez dans une relation où vous n'êtes pas vous-même, ce qui est une forme de prison dorée. Le changement qui fonctionne vraiment, le seul changement qui produit des résultats durables, est le changement que vous faites pour vous-même, pas pour lui, pour vous. Le changement qui vient d'un désir authentique de grandir, d'évoluer, de devenir une meilleure version de vous-même. Ce type de changement rayonne, il se voit, il se sent et il produit des effets sur les relations qui vous entourent d'une façon organique et authentique. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que j'appelle la reconstruction de la confiance en soi. Parce que dans les situations de rupture ou de crise relationnelle, la confiance en soi est souvent la première victime. Et reconstruire cette confiance est la tâche la plus urgente et la plus importante que vous ayez devant vous. La confiance en soi, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Ce n'est pas un trait de personnalité fixe. C'est une compétence qui se développe, qui se cultive, qui peut être renforcée ou affaiblie selon les expériences et les choix que l'on fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des façons très concrètes de la reconstruire, même quand elle a été sérieusement ébranlée. La première façon est ce que j'appelle l'accumulation de petites victoires. Chaque jour, engagez-vous à faire quelque chose de petit qui vous demande un peu de courage ou d'effort. Appelez une amie que vous avez négligée. Inscrivez-vous à ce cours qui vous intéresse depuis longtemps. Commencez ce projet créatif que vous avez toujours remis à plus tard. Dites non à quelque chose qui ne vous convient pas. Chaque petite action courageuse, aussi minime soit-elle, envoie un message à votre cerveau. Elle dit « je suis capable, je suis active, je suis en contrôle de ma vie » et ces messages s'accumulent et reconstruisent progressivement votre confiance. La deuxième façon est de travailler sur votre dialogue intérieur. Nous nous parlons à nous-mêmes constamment avec une voix intérieure que nous n'entendons même plus tellement elle est devenue automatique. Et pour beaucoup d'entre vous, cette voix intérieure est extraordinairement critique, voire cruelle. Elle vous dit que vous n'êtes pas assez bien, que vous avez fait des erreurs, que vous méritez ce qui vous arrive. Et vous ne diriez jamais ces choses à une amie. Alors pourquoi vous les dites-vous à vous-même? Commencez à prêter attention à ce dialogue intérieur. Observez-le sans jugement. Et chaque fois que vous vous surprenez à vous parler avec cruauté, demandez-vous ce que vous diriez à une amie chère dans la même situation. Et parlez-vous avec la même gentillesse, la même compassion, la même bienveillance. Cela s'appelle l'autocompassion et les recherches de la psychologue Christine Neff montrent que l'autocompassion est un prédicteur beaucoup plus fiable du bien-être à long terme que l'estime de soi conventionnelle. La troisième façon de reconstruire la confiance est de vous entourer de personnes qui vous voient dans votre valeur. Pas de personnes qui vous flattent ou qui vous disent ce que vous voulez entendre, mais de personnes qui vous respectent, qui valorisent votre intelligence et votre profondeur, qui vous encouragent à grandir, qui sont là pour vous dans les moments difficiles. Ces personnes sont précieuses. Cherchez-les. Cultivez ces relations et éloignez-vous avec douceur mais fermement des personnes qui vous diminuent, qui vous critiquent constamment, qui font des commentaires blessants sur votre âge, votre apparence ou votre situation. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est au cœur de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Je veux vous parler de l'amour de soi. Pas dans le sens New Age et superficiel que l'on donne souvent à cette expression. Pas les bains moussants et les citations inspirantes sur Instagram, mais l'amour de soi dans son sens le plus profond et le plus exigeant. L'amour de soi authentique, c'est la capacité à vous voir clairement, avec vos forces et vos faiblesses, avec vos réussites et vos erreurs, avec votre beauté et vos imperfections, et de vous accepter pleinement malgré. Tout ça, pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous êtes humaine et parce que votre humanité imparfaite est précisément ce qui vous rend réelle, touchante et profondément précieuse. L'amour de soi authentique, c'est aussi la capacité à prendre soin de vous-même, avec la même attention et la même générosité que vous prenez soin des autres. C'est vous accorder du temps, de l'espace, de l'attention. C'est respecter vos propres besoins autant que vous respectez ceux des autres.
C'est traiter votre propre bonheur comme une priorité, non pas au détriment des autres, mais en reconnaissance du fait que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Et voici quelque chose de fondamental que je veux que vous compreniez. L'amour de soi n'est pas égoïste. L'amour de soi est la condition de possibilité de l'amour des autres. Vous ne pouvez pas aimer vraiment quelqu'un d'autre si vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas vous connecter authentiquement à quelqu'un d'autre si vous n'êtes pas connecté à vous-même. Et vous ne pouvez pas créer une relation saine et épanouissante si vous n'êtes pas vous-même saine et épanouissante. Alors voici ma question pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui, juste aujourd'hui, pour vous montrer de l'amour? Pas demain, pas quand les choses iront mieux, aujourd'hui, maintenant. Quelque chose de concret, de réel, de tangible. Quelque chose qui dit à votre corps et à votre âme, je me vois, je me compte, je m'aime. Permettez-moi maintenant de vous parler de la dimension spirituelle et je l'entends dans son sens le plus laïque et le plus concret. Je parle de la connexion à quelque chose qui dépasse votre propre ego, votre propre douleur, votre propre histoire. Que ce soit la nature, l'art, la musique, la littérature, le service aux autres, la connexion à quelque chose de plus grand que soi est l'un des besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain. Et quand ce besoin est nourri, il produit un sentiment de plénitude et de paix qui est indépendant des circonstances extérieures. J'ai une patiente, appelons-la Marie, qui est venue me voir après une séparation particulièrement douloureuse à l'âge de 56 ans. Elle était dévastée, complètement perdue. Et l'une des premières choses que j'ai faites avec elle, c'est de lui demander ce qui lui avait donné un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand dans sa vie. Elle m'a parlé de la peinture. Elle avait peint toute sa jeunesse et elle avait abandonné cette passion quand elle s'était mariée et avait eu des enfants. Nous avons travaillé ensemble pour qu'elle reprenne la peinture. Et ce qui s'est passé au cours des mois suivants a été remarquable. Non seulement sa douleur a progressivement diminué, mais elle a retrouvé une vitalité, une joie, une présence qu'elle avait perdue depuis des années. Et cette transformation intérieure a eu des effets sur toutes ses relations. Les gens autour d'elle ont commencé à le remarquer, à être attirés par elle, à vouloir passer du temps avec elle. Marie ne s'est pas remise à peindre pour attirer quelqu'un, elle s'est remise à peindre pour se retrouver elle-même, et c'est précisément pour cette raison que ça a fonctionné. Voici quelque chose que je veux que vous gardiez à l'esprit pour la suite. La transformation que je vous décris aujourd'hui n'est pas rapide, ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas une technique que vous appliquez pendant une semaine et qui résout tous vos problèmes. C'est un chemin de reconnexion à vous-même, de reconstruction de votre confiance, de réorientation de votre énergie vers ce qui compte vraiment. Et ce chemin prend du temps. Il demande de la patience, de la persévérance, de la compassion envers vous-même dans les moments de rechute et de doute. Mais voici ce que je peux vous promettre, non pas comme une promesse romantique, mais comme une observation clinique fondée sur des années de pratique. Les femmes qui s'engagent vraiment dans ce chemin, qui travaillent vraiment sur elles-mêmes, qui investissent vraiment dans leur propre épanouissement, ces femmes créent des changements profonds et durables dans leur vie. Pas toujours les changements qu'elles attendaient au départ, pas toujours avec les personnes qu'elles espéraient, mais des changements réels, significatifs, qui transforment leur qualité de vie d'une façon qu'elles n'auraient pas imaginée au début du chemin. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle la communication de haute valeur. C'est la façon de communiquer qui reflète votre valeur, votre intelligence, votre profondeur et qui crée de l'attraction et du respect dans vos interactions. Que ce soit avec votre ex, avec un nouvel intérêt romantique ou simplement avec les gens de votre vie quotidienne. La communication de haute valeur repose sur plusieurs principes. Le premier est la clarté. Savoir ce que vous voulez dire et le dire clairement, sans détour excessif, sans ambiguïté, sans sous-entendu, la clarté est une forme de respect pour l'autre et pour vous-même. Le deuxième principe est l'authenticité. Dire ce que vous pensez vraiment, ce que vous ressentez vraiment, ce que vous voulez vraiment, sans masque, sans performance. L'authenticité est la qualité la plus rare et la plus précieuse dans la communication. Le troisième principe est la non-réactivité, ne pas répondre à chaque provocation, à chaque commentaire blessant, à chaque tentative de vous déstabiliser, choisir consciemment quand et comment vous répondez. Cette non-réactivité n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise, et la maîtrise est profondément attractive. Le quatrième principe est la curiosité. Être genuinement curieuse de l'autre, de ses pensées, de ses expériences, de sa façon de voir le monde. La curiosité authentique est l'un des outils de connexion les plus puissants qui existent. Elle dit à l'autre, vous m'intéressez, vous comptez, je veux vous comprendre. Et cette attention authentique crée une intimité que rien d'autre ne peut créer.
Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle le principe de la réciprocité émotionnelle. C'est un principe psychologique fondamental qui dit que dans toute relation, les deux personnes doivent investir de façon relativement équilibrée pour que la relation soit saine et durable. Quand l'investissement est très déséquilibré, quand l'une des personnes donne beaucoup plus que l'autre, cela crée une dynamique de pouvoir qui est toxique pour les deux parties. Pour celle qui donne trop parce qu'elle s'épuise et se perd. Pour celle qui reçoit trop parce qu'elle perd le respect pour l'autre et commence à la prendre pour acquise. Et voici quelque chose d'important que j'observe régulièrement. Les femmes qui ont été dans des relations très déséquilibrées, où elles ont beaucoup donné et peu reçu, ont souvent une tendance à reproduire ce schéma dans leurs relations suivantes. Parce que ce schéma leur est familier, parce qu'il correspond à leur conception de l'amour, parce qu'elles ont été conditionnées à croire que donner sans compter est une vertu. Et c'est là que la thérapie peut être d'une aide précieuse, pas pour vous apprendre à être égoïste, mais pour vous aider à comprendre d'où vient ce schéma et à développer une façon plus équilibrée et plus saine d'être en relation. Je veux maintenant vous donner un ensemble de pratiques concrètes que vous pouvez commencer aujourd'hui et qui, si vous les maintenez avec régularité, produiront des changements significatifs dans votre vie et vos relations dans les semaines et les mois à venir. La première pratique est ce que j'appelle le rituel du matin. Chaque matin, avant de regarder votre téléphone, avant de vérifier vos messages, avant de commencer à penser aux problèmes de la journée, accordez-vous 10 minutes pour vous. Ces 10 minutes appartiennent uniquement à vous. Vous pouvez les utiliser pour méditer, pour écrire dans un journal, pour vous étirer, pour simplement vous asseoir en silence avec votre tasse de café. L'important est que ces 10 minutes soient un espace de connexion à vous-même, sans interruption, sans distraction, sans obligation. Et que vous commenciez chaque journée en vous rappelant que vous comptez, que votre bien-être est une priorité, que vous méritez du temps et de l'attention. La deuxième pratique est le journal de gratitude et de force. Chaque soir, avant de dormir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante dans votre journée. Pas des grandes choses nécessairement, des petites choses, un sourire d'un inconnu, un repas délicieux, un moment de soleil, une conversation agréable. Et ensuite, écrivez une chose que vous avez faite aujourd'hui dont vous êtes fier. Pas une grande réussite nécessairement. Peut-être que vous avez dit non à quelque chose qui ne vous convenait pas. Peut-être que vous avez pris soin de vous d'une façon que vous n'auriez pas fait avant. Peut-être que vous avez eu un moment de connexion authentique avec quelqu'un que vous aimez. Ces petites victoires quotidiennes, documentées régulièrement, reconstruisent progressivement votre confiance et votre sens de votre propre valeur. La troisième pratique est ce que j'appelle le mouvement intentionnel. Bougez votre corps chaque jour d'une façon qui vous plaît, pas d'une façon qui vous punit, pas une heure de cardio épuisante que vous faites en vous haïssant, mais une marche dans un parc, une danse dans votre salon, un cours de yoga, une séance de natation. Le mouvement libère des endorphines, réduit le cortisol, améliore l'humeur, renforce la confiance en soi. Et il vous reconnecte à votre corps d'une façon positive et bienveillante, ce qui est particulièrement important dans les périodes de crise émotionnelle où vous pouvez avoir tendance à vous dissocier de votre corps. La quatrième pratique est la connexion sociale intentionnelle. Chaque semaine, planifiez au moins une rencontre authentique avec une personne que vous aimez et qui vous fait du bien. Pas une obligation sociale, pas un dîner de famille stressant, mais une vraie connexion avec quelqu'un qui vous voit, qui vous comprend, qui vous fait rire, qui vous inspire. Ces connexions sont le carburant de votre bien-être émotionnel. Elles vous rappellent que vous êtes aimé, que vous comptez, que votre présence enrichit la vie des autres. La cinquième pratique est ce que j'appelle le projet personnel. Engagez-vous dans un projet qui est entièrement le vôtre, quelque chose que vous faites pour vous, pas pour les autres. Que ce soit apprendre une nouvelle langue, écrire un livre, créer un jardin, lancer un blog, voyager dans un endroit que vous avez toujours voulu visiter, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce projet soit une expression de vos désirs et de vos ambitions propres et que vous y consacriez du temps et de l'énergie régulièrement. Ce projet vous donnera un sentiment de direction, d'accomplissement et de vie qui rayonnera dans toutes vos interactions. Je veux maintenant aborder quelque chose de très important que j'ai gardé pour cette partie de notre conversation. Je veux vous parler de la différence entre la solitude et la solitude. En français, nous avons ce mot magnifique de solitude qui peut signifier 2 choses très différentes. Il peut signifier l'isolement douloureux, le sentiment d'être seul et non choisi. Mais il peut aussi signifier la solitude choisie, le temps passé seul avec soi-même par choix et non par défaut, comme une ressource précieuse et non comme une punition. Les personnes qui ont une relation saine avec leur propre solitude, qui peuvent être seules sans être malheureuses, qui peuvent se suffire à elles-mêmes sans avoir besoin de la présence constante d'un autre pour se
sentir complètes, ces personnes sont extraordinairement attractives. Parce qu'elles ne cherchent pas une relation pour combler un vide, elles cherchent une relation pour partager une plénitude, et cette différence est fondamentale. Alors si vous avez peur de la solitude, si l'idée d'être seul vous terrifie, je veux vous encourager à explorer cette peur avec curiosité plutôt qu'à la fuir. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette peur ? Est-ce la peur de ne pas valoir quelque chose sans quelqu'un pour vous le confirmer? Est-ce la peur de vous retrouver face à vous-même sans distraction? Ces peurs, aussi inconfortables qu'elles soient, sont des portes vers une connaissance de soi plus profonde. Et cette connaissance de soi est la fondation sur laquelle tout le reste repose. Voici quelque chose que je trouve profondément beau et que j'observe souvent chez les femmes qui ont traversé des périodes difficiles et qui ont eu le courage de les traverser vraiment, sans fuir, sans se perdre dans des relations de remplacement ou des distractions superficielles. Ces femmes développent une qualité de présence, une profondeur, une authenticité qui est absolument magnétique. Elles ont quelque chose dans le regard, quelque chose dans la façon dont elles occupent l'espace, quelque chose dans la façon dont elles écoutent et parlent qui dit « j'ai vécu, j'ai souffert, j'ai grandi et je suis là ». Entière, vivante, présente. Et cette qualité est irrésistible. Permettez-moi maintenant de vous parler de la question de l'avenir. Parce que beaucoup de femmes dans votre situation ont tendance à se concentrer soit sur le passé, à ruminer ce qui s'est passé, à analyser ce qui aurait pu être différent, soit à s'inquiéter de l'avenir, à se demander si elles seront seules pour toujours, si elles seront heureuses, si elles trouveront quelqu'un d'autre. Et ces deux orientations temporelles, bien que compréhensibles, vous privent de la seule chose que vous ayez vraiment, le présent. Le présent est l'unique moment où vous pouvez agir. Le présent est l'unique moment où vous êtes vraiment vivante et la pleine conscience dans son essence la plus simple consiste à revenir encore et encore au présent, à ce qui est là maintenant dans votre expérience immédiate. Pas ce qui était, pas ce qui pourrait être, qui est et ce qui est maintenant, c'est vous. Une femme vivante, respirable, avec une histoire riche, avec des ressources intérieures profondes, avec une capacité d'amour et de connexion qui n'a pas diminué avec les années, bien au contraire, vous êtes là. Vous êtes présente et vous avez tout ce qu'il faut pour créer la vie que vous méritez. Je veux vous parler maintenant de quelque chose que j'appelle la stratégie du miroir. Non pas dans le sens de copier les comportements de l'autre, mais dans le sens de devenir pour vous-même le reflet le plus fidèle et le plus bienveillant de votre propre valeur. Voici comment ça fonctionne. Chaque matin, quand vous vous regardez dans le miroir, au lieu de chercher les défauts, les rides, les signes du temps, je veux que vous cherchiez quelque chose de différent. Je veux que vous cherchiez ce qui est beau, ce qui est expressif dans votre visage. Regardez vos yeux, regardez ce qu'ils contiennent, l'intelligence, l'expérience, la profondeur. Regardez votre sourire quand vous souriez vraiment, pas pour la photo mais pour vous, et dites-vous à voix haute si possible quelque chose de vrai et de bienveillant, pas une affirmation vide. Quelque chose de spécifique et d'authentique. Par exemple, j'ai traversé des choses difficiles et je suis encore là, ou j'ai la capacité d'aimer profondément et c'est une richesse. Ou je suis une personne intéressante avec beaucoup à offrir. Ces petits moments de connexion bienveillante avec vous-même, pratiqués régulièrement, reconstruisent progressivement la relation que vous avez avec vous-même. Et cette relation est la plus importante de toutes, parce que vous passerez toute votre vie avec vous-même et vous méritez d'être en bonne compagnie. Voici quelque chose que je veux aborder maintenant avec toute la franchise dont je suis capable. Il y a des situations où la meilleure chose qui puisse vous arriver est que votre ex ne revienne pas. Je sais que c'est difficile à entendre, mais parfois la relation que vous aviez n'était pas la relation que vous méritiez. Parfois la personne qui est partie ne vous donnait pas ce dont vous aviez besoin. Parfois la fin de cette relation, aussi douloureuse qu'elle soit, est en réalité le début de quelque chose de bien meilleur. J'ai vu cela si souvent dans mon cabinet. Des femmes qui ont souffert terriblement d'une séparation, qui ont tout fait pour récupérer leur ex et qui, quelques années plus tard, me disent que c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée. Parce que cette séparation les a forcées à se retrouver elles-mêmes, à construire une vie qui leur ressemble vraiment, à attirer des relations qui les respectent et les valorisent vraiment. Et elles sont heureuses d'une façon qu'elles n'auraient jamais pu l'être dans l'ancienne relation. Alors je veux vous encourager à garder l'esprit ouvert.
L'objectif n'est pas nécessairement de récupérer cet homme spécifique. L'objectif est de devenir la version la plus épanouie, la plus authentique, la plus vivante de vous-même. Et de créer à partir de là les relations que vous méritez vraiment, qu'elles soient avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle la gestion des rechutes émotionnelles. Parce que le chemin de la transformation n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez forte, clair, centré, et il y aura des jours où la douleur reviendra avec une intensité qui vous surprendra. Des jours où vous aurez envie de tout abandonner, d'appeler votre ex, de revenir à vos anciens schémas. Ces jours font partie du processus. Ils ne signifient pas que vous avez échoué, ils signifient que vous êtes humaine. La clé est d'avoir un plan pour ces moments-là, un plan que vous établissez quand vous allez bien, pour vous guider quand vous n'alliez pas bien. Voici les éléments que je recommande d'inclure dans ce plan. Premièrement, une liste de personnes que vous pouvez appeler quand vous vous sentez submergé, des personnes de confiance qui vous soutiennent sans vous rouger. Deuxièmement, une liste d'activités qui vous aident à vous ancrer dans le présent, une promenade, une séance de sport, écouter de la musique, cuisiner quelque chose de bon. Des activités qui engagent votre corps et vous sortent de la spirale de pensée. Troisièmement, une lettre que vous vous écrivez à vous-même dans un moment de clarté pour vous rappeler pourquoi vous avez choisi ce chemin, ce que vous avez déjà accompli et ce que vous méritez. Et dans les moments difficiles, vous lisez cette lettre. Et quatrièmement, la permission de ne pas aller bien parfois. La permission de pleurer, d'être triste, d'être en colère sans vous rouger pour ça. Les émotions difficiles ne sont pas des ennemis, elles sont des informations. Elles vous disent quelque chose d'important sur vos besoins, vos valeurs, ce qui compte pour vous. Écoutez-les, accueillez-les. Et ensuite, choisissez consciemment comment vous allez y répondre. Je veux maintenant vous parler d'un aspect de la psychologie masculine que beaucoup de femmes ne comprennent pas et qui est pourtant crucial pour naviguer dans les relations avec les hommes. Je veux vous parler du besoin d'admiration des hommes. Leur grande majorité ont un besoin profond d'être admirés, respectés, reconnus dans leurs valeurs. Ce n'est pas de la vanité. C'est un besoin psychologique fondamental qui est lié à leur sens de leur identité et de leurs valeurs. Et voici quelque chose d'important. Quand une femme admire sincèrement un homme, quand elle reconnaît genuinement ses qualités et ses réussites, elle crée une connexion émotionnelle puissante. Pas parce qu'elle flatte son ego de façon calculatrice, mais parce qu'elle répond à un besoin profond d'une façon authentique. Et les hommes sont extraordinairement sensibles à la différence entre l'admiration sincère et la flatterie calculatrice. Ils perçoivent l'authenticité, et c'est l'authenticité qui crée la connexion. Mais voici le paradoxe. Pour admirer sincèrement quelqu'un, vous devez d'abord vous respecter, vous admirer vous-même. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même ne peut pas donner une admiration authentique. Il peut donner de la flatterie, de la déférence excessive, de l'adulation qui sonne faux, mais pas de l'admiration sincère. L'admiration sincère vient d'une personne qui est à l'aise dans sa propre valeur et qui peut donc reconnaître la valeur de l'autre sans se sentir diminué. Voici encore quelque chose de fascinant que la recherche nous apprend sur les relations à long terme. Les couples qui durent, les couples qui restent amoureux et connectés après des décennies ensemble, partagent un trait commun. Ce n'est pas l'absence de conflit, ce n'est pas la compatibilité parfaite, ce n'est pas même la passion physique, bien que celle-ci joue un rôle. C'est le sentiment mutuel d'être vu et valorisé par l'autre. Le sentiment que l'autre vous connaît vraiment avec vos forces et vos faiblesses et qu'il vous choisit quand même, qu'il vous trouve intéressante, précieuse, désirable, non pas malgré qui vous êtes, mais à cause de qui vous êtes. Et ce sentiment d'être vraiment vu et choisi ne peut exister que si vous vous voyez vous-même d'abord, si vous connaissez votre propre valeur, si vous vous choisissez vous-même en premier. C'est le cercle vertueux que je vous encourage à créer. Vous vous voyez, vous vous choisissez et vous attirez des personnes qui vous voient et vous choisissent en retour. Permettez-moi de vous parler maintenant de quelque chose que j'appelle la transformation par le corps, parce que nous avons beaucoup parlé de psychologie, de pensée, d'émotions, de croyances, mais le corps est tout aussi important et dans les situations de crise émotionnelle, le corps est souvent le premier à souffrir et le premier à guérir. Quand vous êtes dans un état de douleur ou d'anxiété intense, votre corps est en état d'alerte. Votre système nerveux sympathique, celui qui gère la réponse au stress, est activé. Et dans cet état, votre corps produit des hormones de stress qui affectent votre humeur, votre énergie, votre clarté mentale et même votre attractivité physique. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez influencer votre état émotionnel en travaillant directement sur votre corps, et cela de façon immédiate et mesurable. La respiration est l'un des outils les plus puissants et les plus accessibles.
Quand vous respirez lentement et profondément, activant ce que les neuroscientifiques appellent la respiration diaphragmatique, vous activez directement votre système nerveux parasympathique, celui qui gère le repos et la récupération. Votre rythme cardiaque ralentit, votre tension artérielle baisse, votre cerveau reçoit le signal que vous êtes en sécurité. Et cet état de sécurité est la condition dans laquelle vous pensez le plus clairement, vous communiquez le mieux et vous rayonnez le plus. Voici une technique de respiration simple que j'enseigne à mes patients et qui produit des effets mesurables en quelques minutes. Inspirez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez pendant 6 secondes. Répétez ce cycle 5 à 10 fois. Cette technique, appelée respiration carrée ou cohérence cardiaque, a été validée par de nombreuses études scientifiques. Elle réduit le cortisol, améliore la variabilité de la fréquence cardiaque et produit un état de calme et de clarté qui est immédiatement perceptible. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle la séduction naturelle. Pas la séduction calculée, pas les techniques de manipulation, pas les jeux de pouvoir, mais la séduction qui vient naturellement d'une femme qui est pleinement elle-même, qui est à l'aise dans sa peau, qui a une vie riche et intéressante, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas et qui n'a pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre pour se sentir complète. Cette séduction naturelle est infiniment plus puissante que n'importe quelle technique, parce qu'elle est authentique. Et l'authenticité, je l'ai dit et je le répète, est la qualité la plus rare et la plus précieuse dans les relations humaines. Dans un monde où tout le monde performe, où tout le monde joue un rôle, où tout le monde essaie de se présenter sous son meilleur jour sur les réseaux sociaux, une personne qui est vraiment elle-même, avec ses forces et ses faiblesses, avec sa complexité et sa profondeur, est extraordinairement rafraîchissante et attirante. Alors ma question finale pour vous est celle-ci. Qu'est-ce que vous allez faire différemment à partir d'aujourd'hui? Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Quelle est la première petite action que vous allez prendre pour commencer ce chemin vers vous-même? Peut-être que c'est d'écrire dans un journal ce soir. Peut-être que c'est d'appeler une amie que vous avez négligée. Peut-être que c'est de vous inscrire à cette activité que vous avez toujours voulu essayer. Peut-être que c'est simplement de vous regarder dans le miroir ce soir et de vous dire quelque chose de vrai et de bienveillant. Peu importe ce que c'est, l'important est de commencer parce que chaque voyage commence par un premier pas. Et ce premier pas, aussi petit soit-il, est une déclaration qui dit « je me choisis ». Je m'investis, je mérite d'être heureuse et je suis prête à faire le travail pour y arriver. Vous savez, j'ai commencé cette conversation en vous parlant de ma peur. La peur de voir des femmes extraordinaires se perdre dans des histoires qui ne leur rendent pas justice. Et je veux terminer sur quelque chose de différent. Je veux terminer sur une certitude. Une certitude que j'ai acquise au fil de 30 ans de pratique clinique, au fil de centaines de conversations profondes avec des femmes qui ont traversé des épreuves inimaginables et qui en sont sorties plus fortes, plus âgées, plus vivantes. La certitude que vous avez en vous tout ce qu'il faut, tout, la force, l'intelligence, la profondeur, la capacité d'amour, la résilience, la créativité. Tout ce dont vous avez besoin pour créer la vie que vous méritez est déjà en vous, pas dans quelqu'un d'autre, pas dans une relation, en vous. Et mon rôle, le rôle que je me donne dans cette conversation et dans toutes mes conversations avec vous est simplement de vous aider à vous en souvenir, à vous reconnecter à cette vérité que la douleur, la peur et les messagers culturels toxiques vous ont peut-être fait oublier, mais qui n'a jamais cessé d'être vrai. Vous êtes précieuse, vous êtes désirable, vous êtes capable et vous méritez une vie et des relations qui reflètent pleinement cette vérité. Alors commencez aujourd'hui, commencez maintenant. Commencez avec ce premier petit pas et ne vous arrêtez plus jamais de vous choisir. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette conversation. Si vous avez trouvé quelque chose d'utile ici, partagez cette vidéo avec une femme dans votre vie qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que j'ai encore beaucoup à partager avec vous et laissez-moi dans les commentaires la première action que vous allez prendre aujourd'hui. Parce que nommer votre intention à voix haute, même dans un commentaire, est un acte puissant. C'est une façon de vous engager envers vous-même et vous méritez cet engagement. Je suis Christophe André et je vous souhaite tout le courage et toute la douceur dont vous avez besoin pour ce chemin. Prenez soin de vous, vraiment.